je vais vous présenter un autre cas qu'on a reçu, donc un trou maculaire sans vitré. Donc patient 91 ans, opéré d'une chirurgie combinée cataracte et traction vitromaculaire en 2011, avec un bon résultat fonctionnel post-opératoire. L'acuité visuelle est remontée donc 10 dixième P2 contre 7 dixième P3 en préopératoire. Donc ici vous avez, je pense, l'OCT en préopératoire. Et le résultat, donc post-opératoire, il n'y a plus de traction vitromaculaire. Et l'aspect de l'OCT, on contrôle quelques temps après, là, en 2019. 2021, donc sensation de scotome au niveau de l'œil droit, acuité visuelle 9 dixième P2, parallèlement de 3 à l'OCT. Comme ça. Pas d'évolution, mais en janvier 2022, baisse d'acuité visuelle de 1 dixième P12, avec la présence donc d'un trou maculaire de grande taille, enfin non, une taille plus de 400 microns. Grande taille, bon, 400 microns. Donc une chirurgie de trou maculaire qui était faite par vitrectomie, tamponnement C2F6, impossible de réaliser un lambeau ou patch de limitante interne car la limitante était déjà pelée largement lors de la première intervention. En revanche, mise en évidence d'une prolifération fibroglière maculaire qui est difficile à peler. Je ne sais pas si c'est une vidéo ou pas. Donc là, c'est une vidéo de la chirurgie, l'injection. Et ils essaient donc de faire un pelage de la limitante interne. Ils disent qu'elle est difficile. Je pense que ça, c'est la partie, on va dire, de prolifération fibroglaire temporale qui est difficile à peler. Là, à la fin, l'échange liquidaire et probablement le tamponnement par du gaz par la suite. Résultat à mois, pas d'évolution de l'acuité visuelle, persistance d'un trou de même taille, avec cependant moins de logette au niveau du point. Les discussions, donc la question qui se pose, quel est le mécanisme de ce trou maculaire chez un patient déjà vitrectomisé? Pour la prise en charge, est-ce qu'un tamponnement simple c'est suffisant? Est-ce qu'il faut faire une patch de limitante ou une greffe de membrane amniotique? Origine de la difficulté de pelage de la membrane liée à l'absence de la limitante interne sous-jacente. Bien, bon, je regardais un tout petit peu pour discuter de ce cas. Et après, on va rentrer, si vous voulez, un peu dans le détail sur la technique, mais la question se pose, est-ce qu'il y a des trous maculaires sans vitré? Il part du principe qu'effectivement, c'est le vitré qui tire et qui crée le trou maculaire dans la physiopathologie. Donc j'ai fait un peu la biblio, donc sur tous les cas qui sont apparus, il y en a à peu près une trentaine qui sont intéressantes, donc qui traitent la réouverture des trous maculaires après une vitrectomie. Donc les incidences dans ces études, elle est de 0 jusqu'à 10%, tout ça dépend du suivi. Il y a même une étude de l'équipe de Dijon qu'ils n'ont pas trouvé, jusqu'à 10% de réouverture, qui peut être de 2 mois jusqu'à 12 ans, en moyenne de à peu près 20 mois de réouverture après une chirurgie. Et effectivement, il existe même des réouvertures de trous maculaires qui étaient déjà réopérés, ils se ferment et quelques temps après, ils s'ouvrent à nouveau. Donc il y a tous ces cas décrits avec une incidence assez variable. Tout à l'heure, le docteur Albinet il m'a parlé effectivement que la chirurgie de la cataracte après une chirurgie de trou maculaire peut augmenter de 4 fois le risque de réouverture de trou maculaire. Une autre cause qui peut être effectivement la capsulotomie au laser YAG, le fait de titiller un peu l'œil, l'inflammation, effectivement ça peut
recréer une inflammation et ouvrir, ou l'ischémie, par exemple, des cas de rétinopathie hypertensive avec une ischémique rétinopathie. Donc ça peut effectivement réouvrir un trou maculaire lié à l'ischémie ou l'inflammation. Ce qui est intéressant, c'est que la cause qui est la plus importante, qui ressort cette fois à un autre. Donc vous augmentez votre risque de réouverture si vous limitez pas, enfin si vous ne pélez pas la limitante interne. Donc vous limitez effectivement les succès, mais aussi vous augmentez le risque d'avoir une réouverture si vous ne pelez pas la limitante. Et pareil, vous avez un risque de démaculaire cystoïde plus important si vous ne pelez pas ou si vous faites un rexis qui n'est pas très important. Donc la physiopathologie, on sait très bien que la réouverture, s'il n'y a pas de pelage de la limitante interne, donc ça veut dire que vous ne créez pas ce mécanisme de gliose et de cicatrisation, vous augmentez 7 fois le risque d'avoir une réouverture de votre trou. Et pareil, l'inflammation, le démaculaire peut augmenter jusqu'à 7 fois si vous ne faites pas un pelage. Et donc on sait aussi qu'il y a l'apparition des trous maculaires dans les yeux vitrectomisés, mais qu'ils n'étaient pas opérés pour des trous maculaires, par exemple le décollement rétine, des vitrectomies pour hémorragie du vitré ou des corps flottants, qui n'ont pas bénéficié d'un pelage de limitante. Et quelques temps après, il y a l'apparition d'un trou dans la macula, lié effectivement à l'ischémie ou l'inflammation, qui peut apparaître dans le suivi post-opératoire. Donc le vitré, ce n'est pas, à mon avis, la cause des trous maculaires. La question qui se pose notre collègue, c'est est-ce que le traitement dans ces réouvertures, il y en a des cas décrits de surveillance, il y en a qui font du laser, du gaz, mais le traitement, c'est voilà, il faut peler la limitante et mettre un tamponnement par du gaz, c'est le traitement d'un trou maculaire classique, même en cas de réouverture. Donc effectivement, il est possible d'avoir des réouvertures des trous sans vitré. L'inflammation et l'ischémie, c'est la principale cause, donc la gliose astrocytaire. Le pelage de la limitante interne réduit ce risque 7 fois. Et le vitré, globalement, à mon avis, et effectivement, on sait que ce n'est pas la principale cause de l'apparition des trous maculaires. Et je laisse à Didier. Oui, merci André d'avoir trouvé tous ces arguments qui confirment ce que je vous ai annoncé à la SCRV précédente, que le trou maculaire n'est pas dû à des tractions vitréennes, mais plutôt à une ischémie choroïdienne, comme le prouve tout un tas d'arguments, comme l'illustre ce cas clinique très précis. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une ischémie entraînant une prolifération astrocytaire. Les astrocytes sont rentrés dans la hyaloïde et lorsque le DPV s'est créé, on a eu un syndrome de traction lié à cette adhérence entre les astrocytes consécutives à l'ischémie et la hyaloïde. Lorsque vous arrivez à enlever complètement la hyaloïde, eh bien, dans 30% des cas, vous enlevez aussi la limitante interne. Et c'est pourquoi ça marche quand même un peu. Quand vous avez ces publications de nos collègues français hospitaliers qui disent il n'y a pas besoin d'enlever la hyaloïde dans bon nombre de la limitante interne dans bon nombre de cas, eh bien une fois sur deux ils enlèvent des petits lambeaux de limitante interne et c'est ça qui entraîne la gliose mullérienne dont nous avons parlé. Mais il y a des cas où les adhérences astrocytaires sont tellement fortes que lorsque vous enlevez la hyaloïde, eh bien, vous laissez un patch de hyaloïde sur la macula. On croit avoir fait un DPV complet, mais ce n'est pas le cas. Et souvenez-vous de ce que je vous ai montré il y a quelques minutes, où le gars, quand il a fait sa déchirure et qu'il fait son DPV, il est persuadé de faire un DPV complet. La preuve, il a tout qui vient, ok, il a tout qui vient, mais il reste un patch de hyaloïde adhérent à la macula. Et
quand on regarde bien, et je suis désolé pour l'auteur qui est dans cette salle, quand on regarde bien ce qui s'est passé pour lui, vous dites que la limitante interne a déjà été enlevée, mais non, puisqu'il y a des zones marquées au bleu. Vous dites qu'il y a une prolifération fibrogliale maculaire, mais je suis désolé, ça n'existe pas dans le trou maculaire. Une prolifération fibrogliale, on peut en voir dans les décollements de rétine, on peut avoir dans la PVR, mais dans les membranes idiopathiques ou dans le trou maculaire, ça n'existe pas. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une prolifération fibrogliale. Et ce que vous essayez d'enlever là, cette espèce de chewing-gum qui se délite et qui part pas, c'est la hyaloïde. Vous avez, ça c'est typique de la hyaloïde qu'on n'arrive pas à enlever. Et vous avez laissé un patch de hyaloïde. Et pourquoi avez-vous laissé ce patch? Ben, je suis persuadé que vous êtes un bon ou une bonne chirurgienne, je ne sais pas maintenant, il faut se méfier, je vais utiliser les trucs inclusifs. Là, vous voyez bien, là, il y a encore des astrocytes et des pieds décellulaires. Vous savez que l'ALM Blue ne colore que l'astrocyte et les pieds décellulaires. Il ne colore pas la limitante interne. Hein. Il est lié à l'arginine, le tryptophane, la phénylalanine, et qui sont dans les membranes cellulaires. La limitante interne n'a pas de membrane, n'a pas de cellules. Et donc, moi, ce que je vous conseille, je ne sais pas ce que vous avez fait préalablement, ce que je vous conseille la première fois où vous avez voulu enlever la limitante interne, c'est d'injecter du ALM Blue et surtout pas du bleu dual. Pourquoi? Parce que le bleu dual, il contient du trypan blue et que le trypan blue colore tout. Donc, si vous utilisez du bleu dual ou du trypan blue, vous allez tout colorer et vous ne savez pas ce que vous enlevez. Si vous injectez de ALM Blue, vous ne colorerez que les astrocytes et les pieds des cellules mulaires et vous saurez si vous laissez une plage blanche non colorée, c'est qu'à ce moment-là, c'est de la hyaloïde. Donc, vous savez, dans cette série-là des gars qui à Madrid, qui prennent comment ça s'appelle? La Casa de Papel. Bon, ils mettent un masque sur tout le monde, sur tous les otages et sur eux-mêmes. Comme ça, les policiers, ils savent pas sur qui tirer. Ben là, c'est pareil. Il faut pas mettre. Si vous mettez du bleu dual ou du trypan blue, vous saurez pas ce qu'il faut enlever. Utilisez l'ALM Blue. C'est un produit merveilleux qui nous a permis maintenant de ne plus avoir d'échec dans le trou maculaire. Parce qu'on sait ce qu'on enlève. Des remarques, des commentaires. La théorie de gaz est complètement fausse, bien sûr. Non, mais attends, tu as des récidives de trous après ablation de la hyaloïde. Tu as des récidives de trous chez des gens qui n'ont plus de hyaloïde. Tu as le trou maculaire stade 1, tu enlèves la hyaloïde, ça n'empêche pas de faire un trou maculaire. Tu vois, les exemples sont immenses de cas où sans hyaloïde, tu fais un trou maculaire.